Bienvenue à tous. Éco-Débat s'interroge aujourd'hui sur un métier ou plutôt un secteur qui devient de plus en plus stratégique pour nos économies, nos institutions et même pour les citoyens ordinaires. Avec l'avènement des nouvelles technologies, nos économies sont inquiétées par des cyberattaques. Sont attaquées chaque jour des bases de données personnelles, des centres de santé, des gouvernements, des établissements financiers et j'en passe. Alors, comment sécuriser nos économies, nos données personnelles? On en parle avec nos spécialistes ici en studio. Monsieur Oluchi Daouda, vous êtes consultant en cybersécurité. Merci d'être avec nous. Merci. Et aussi avec nous en studio, Monsieur Gouro Stéphane, vous êtes consultant en digitalisation d'entreprise, mais aussi CEO de Blue-Rate. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, messieurs, tout système arrive avec ses forces et ses faiblesses, comme on le dit bien souvent. De nos jours, on a l'avènement des nouvelles technologies, de la digitalisation, mais on parle aussi beaucoup de cyberattaques au niveau de nos institutions. Et principalement, ce sont des hackers, comme on le dit, qui sont indexés. C'est quoi exactement le hacking? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir effectivement nous exprimer sur ce sujet hautement important. Je vais sortir des définitions un peu techniques du hacking. Je dirais tout simplement que le hacking, c'est le fait de changer la fonction première d'une chose. Voilà, tout simplement ça. Alors, si on devait effectivement maintenant rentrer dans le domaine informatique, le hacking, effectivement, c'est le fait de rentrer dans le code d'un programme informatique afin de le modifier et tirer effectivement un but bien précis. Tirer un but bien précis, on a vu il y a quelques temps avec la fameuse application de visioconférence Zoom, où près de 530 000 utilisateurs ont vu leurs données personnelles, on va dire, volées par des hackers. Alors, ces hackers-là, vous vous présentez, on va dire, du bon côté, pas du côté obscur. Vous êtes des hackers éthiques. Qu'est-ce que vous faites exactement quand il y a ce genre de situation ou pour prévenir ce genre de situation? Nous procédons à des sensibilisations à longue échelle donc pour aider les populations à mieux se prévenir contre ces attaques-là. Mais justement, ces attaques sur ces sites, sur ces plateformes qui sont créées, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Est-ce que la sécurité n'existe pas dès le départ ou bien ce sont des gens qui vont aller casser quelque chose dans votre système pour le faire? D'abord, la sécurité, elle existe dès le départ parce qu'il y a d'autres personnes qui n'utilisent pas des mots de passe, comme on appelle ça, des mots de passe forts. Il y a d'autres personnes aussi qui ignorent. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui sont ignorants, donc qui ne prennent même pas, je dirais, des précautions dès le départ ou qui ne lisent pas les politiques de confidentialité des sites. Oui, mais au-delà des politiques de confidentialité du site, on prend par exemple le cas d'une banque. On entend parler que peut-être telle personne a réussi à s'infiltrer dans la base de données d'une banque et à soutirer tel montant. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer cela? Alors, déjà, j'aimerais revenir aussi pour enchérir sa définition au niveau des hackers. Ça nous permettrait effectivement de mieux comprendre la question. Déjà, le hacker, c'est, comme il a dit, quelqu'un qui a une bonne connaissance des systèmes. D'accord? Et donc, là, en ce moment, je ne parle pas de hacker éthique ou de pirate. Donc, c'est quelqu'un déjà à la base qui a une bonne connaissance des systèmes informatiques. Donc, c'est quelqu'un qui sait effectivement comment un site Internet est programmé, le fonctionnement, qui sait effectivement comment est-ce que les bases de données fonctionnent, les serveurs, etc., etc. Donc, alors, à partir de cette connaissance-là, il y a effectivement deux catégories qui se dégagent naturellement. Donc, il y a les hackers éthiques et effectivement, il y a donc les pirates. Alors, le pirate, c'est celui-là. Et ça, j'aimerais aussi mettre l'accent sur cet aspect-là. Il n'y a pas d'abord de sécurité à 100%. Ça, c'est très important de le dire. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Et donc, le pirate, c'est celui qui exploite les vulnérabilités de ces systèmes-là parce qu'il connaît le fonctionnement. Donc, quand il exploite les vulnérabilités, la première vulnérabilité qu'il exploite, c'est l'ignorance. Donc, l'ignorance, effectivement, de ceux qui bâtissent les systèmes, l'ignorance de ceux qui sont donc propriétaires des systèmes, l'ignorance de ceux qui, je veux dire, conçoivent donc des systèmes. Donc, il passe effectivement donc, par bien avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, donc il passe par ces choses-là pour pouvoir donc infiltrer donc les systèmes. Voilà effectivement comment est-ce que le hacker donc procède, je veux dire, d'entrée de jeu. Vous êtes des experts dans ce domaine, vous scrutez l'horizon informatique au niveau de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nos systèmes en Afrique, nos établissements, nos économies ont quand même un niveau de sécurité assez fiable pour lutter contre ces infractions? Je dirais que sachez que les objets connectés sont tous vulnérables. Donc il n'y a pas de sécurité à 100%. Mais par contre, il faut prendre au minimum de précautions.
Voilà. Mais là, ma question elle est un peu plus spécifique parce qu'aujourd'hui, quand on voit tous ces grands groupes, ces grands établissements qui sont attaqués, on va dire cyber-attaqués, c'est plus des entreprises, des gouvernements européens. Tout à fait. En Afrique, on en voit très peu. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Il y en a beaucoup en Afrique. Il y a des attaques qui se sont menées en Afrique. Par contre, comme je donne les cas de l'Afrique du Sud, il y a eu tout dernièrement une attaque où deux jeunes qui ont détourné des millions de bitcoins, voilà, donc de la crypto-monnaie. Donc c'est aussi une attaque cybercriminelle. D'accord. Donc, au niveau des crypto-monnaies aussi, on a des attaques. Mais vous, au niveau des gouvernements, on essaie vraiment de comprendre comment est-ce que ce hacking, on va dire, ces méthodes-là vraiment peuvent influencer nos économies. Est-ce que nos directions générales des impôts doivent avoir peur? Est-ce que nos collecteurs au niveau du trésor doivent avoir peur? Bien évidemment, on doit avoir peur, mais sans pour autant vouloir alarmer les gens. Tout à fait. Alors, je veux aussi, tout en répondant à cette question, répondre à la première. Tout le monde est concerné par la question de la cybercriminalité, que ce soit en Afrique, d'ailleurs même l'Afrique encore plus. Parce que vous dites qu'il n'y a pas réellement d'attaque, je veux dire, en Afrique concernant la cybercriminalité, mais l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas effectivement relayées. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Voilà, donc il y a beaucoup de domaines sur lesquels on ne communique pas forcément, mais ça ne veut pas effectivement dire qu'il n'y a pas effectivement d'activité là-bas. Donc il y a aussi vraiment un grand risque, voilà. Je vais dire en Afrique même encore plus, parce qu'en Occident, je vais dire aux États-Unis, en Europe, qui ont des grandes entreprises, des grandes multinationales dans le domaine de la sécurité, mais qui sont piratées, ce n'est pas en Afrique. Donc l'Afrique aussi doit pour autant, je vais dire, s'inquiéter. Et je prends l'exemple de Pegasus. D'accord? Vous avez certainement entendu parler de l'affaire Pegasus qui a éclaté. On dit plus de 50 000 personnes ont été ciblées, dont des personnalités africaines qui ne savent pas. Ils n'ont même pas ciblé. On dit plus de 50 000 personnes ont été attaquées. Ils n'ont pas dévoilé encore la liste, je vais dire, totale, mais ils ont assuré, les pirates ont assuré effectivement qu'il y avait des personnalités africaines, qu'il y avait donc des journalistes africains, qu'il y avait donc des chefs d'entreprise qui ont été effectivement piratés. Et donc l'Afrique aussi, comme tout le reste du monde, doit s'inquiéter. Et c'est pourquoi il y a aussi la problématique surtout l'enjeu de la sécurité informatique ici en Afrique. L'enjeu de la sécurité informatique, on y arrive tout à l'heure. On parlait aussi de ces bases de données que l'application Zoom a eu à perdre près de 530 000 utilisateurs. Mais justement, ces bases de données, ceux qui viennent pirater ces bases de données, quel est l'objectif? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils en font? Parce qu'il paraît que c'est même monnayé. Tout à fait. Mais à quel but? Tout à fait. On utilise ces informations pour faire ce qu'on appelle de l'usurpation d'identité. Et donc, quand la plupart des hackers, donc les black hats, donc les mauvais hackers, comme nous on le dit dans notre jargon, utilisent ces informations, ils font ce qu'on appelle de l'usurpation d'identité. Ils font, comme on appelle ça, ils vendent ces données-là sur, comme on appelle ça, les grandes plateformes comme, je dirais, le darknet, Ouais. bien sûr. Donc, il y a même on va dire des personnes qui cherchent à acquérir ces bases de données pour les revendre. Tout à fait, Bien sûr. tout Donc, à eux, fait. ils vont chercher ces bases de données et revenir les vendre. Tout à Bien fait. sûr. Et ça marche. Bien sûr. Si jusque-là ça existe, c'est que ça marche. Donc, on a de grands soucis à se faire. Au niveau des hackers éthiques, on a vu récemment, lors d'une conférence sur les cyberattaques en Europe, on a vu qu'il y a près de 3 500 000 postes à pourvoir au niveau des hackers éthiques. Bien évidemment. Et c'est-à-dire que vraiment, la cybercriminalité a pris une ampleur vraiment Tout à fait. Énorme. énorme. Oui, bien évidemment, parce que tout à l'heure, vous avez posé la question de comment est-ce que les hackers font pour s'introduire. Alors, c'est parce qu'il y a énormément de failles. Je ne veux pas alarmer les gens sur ce plateau, mais il y a énormément de failles. Vous savez, pour mieux répondre à la question encore, je pense qu'il faut situer un peu le contexte des attaques informatiques pour savoir effectivement ce que les gens recherchent. D'accord? Un pirate peut cibler toute catégorie de personnes ou toute catégorie d'organisations. Je vous prends un exemple. Le pirate peut décider de pirater une entreprise qui a un réseau. D'accord? Une entreprise qui a un réseau. Il peut décider de pirater une entreprise qui a un système d'information. Parce qu'il sait que derrière le réseau, il y a différentes personnes qui sont connectées avec leurs ordinateurs ou leur téléphone.
Et il sait qu'en infiltrant, d'accord, les différentes machines qui sont donc connectées, il pourra avoir accès aux informations personnelles de l'individu. Et comme l'a dit Davis, il pourra donc naturellement usurper l'identité. Alors, lorsque le pirate, j'ai pris le cas du réseau, rentre effectivement dans le réseau, il va exploiter les failles, les vulnérabilités du réseau. Et dès qu'il s'y introduit, il va effectivement donc chercher. Il y a plusieurs raisons. Donc, la première raison que je donne, c'est pour usurper l'identité. D'accord? Donc, je rentre dans les différentes machines. Je vois que telle personne s'appelle comme ceci. Je sais que j'ai accès donc à son historique de navigation. J'ai accès aux différentes informations. Je peux donc avoir, je donne un exemple tout simple. Quand j'ai accès à son historique de navigation, je peux tout simplement voir quelle est la banque, le site de sa banque. Je peux avoir effectivement les informations confidentielles, son mot de passe, son RIB, etc. etc. Donc, voilà, le pirate, il cible, d'accord, ses victimes en fonction de l'objectif qu'il a envie d'atteindre. Et c'est pourquoi aussi, je veux dire, en Occident, il existe ce qu'on appelle des hacktivistes. Ce sont des gens qui luttent pour une cause, je veux dire, idéologique, d'accord, qui peuvent cibler des gouvernements parce qu'ils sont de gauche, parce qu'ils sont de droite, parce qu'ils mènent telle politique, etc. Mais pour revenir dans le cas de l'Afrique, il faut dire que il y a les attaques qui sont très récurrentes, ce sont les attaques au niveau de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que les pirates savent très bien que les utilisateurs, je n'indexe encore là pas forcément négativement l'Afrique, mais c'est une réalité, c'est un constat. Les pirates savent que les utilisateurs africains ne sont pas assez informés et ne sont pas assez formés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils usurpent leurs différentes identités sur leurs différents comptes des réseaux sociaux. Vous avez très certainement entendu parler de plusieurs attaques, de plusieurs comptes qui ont été usurpés sur les réseaux sociaux, etc. Des stars, des personnes très influentes, etc. C'est tout simplement parce que ces personnes ne sont pas assez informées et ne sont pas assez formées pour savoir effectivement comment est-ce qu'il faut utiliser effectivement, je veux dire, ce système-là et pour ne pas que effectivement le pirate puisse s'introduire. Donc le pirate, je reviens encore avant de libérer la parole, c'est quelqu'un, il faut retenir cela, c'est quelqu'un qui a la parfaite connaissance ou bien qui a une bonne connaissance du fonctionnement des systèmes. Et comme il a une bonne connaissance du fonctionnement des systèmes, il ne mène pas des attaques au hasard. Donc il cible avec intelligence. Et il cible effectivement en ayant un but bien précis. Donc, si moi, en étant, je vais dire, un hacker éthique, en étant effectivement un responsable de la sécurité, je veux effectivement comprendre les mécanismes qui ont été ou bien qui ont incité le hacker effectivement à pirater, je vais donc prendre en compte ces aspects-là. Voilà. Alors, une question qui me revient pendant que vous êtes en train de parler ainsi, est-ce qu'on a vu juste des hackers qui interviennent en griffe pour des motifs, on va dire, pécuniaires, financiers, et ce sont des individus? C'est ça. Est-ce qu'on peut arriver, vous pensez qu'on peut arriver à des termes, à des situations où ce sont des personnes qui vont pour pirater des données d'un gouvernement, des données économiques? C'est ça. Oui. Est-ce qu'on en a connu en Afrique? En Afrique, oui, parce qu'il y a eu tout dernièrement, je crois bien que j'étais au Cameroun, où ils ont fait, comment on appelle ça, essayez de me rappeler, comment on appelle, le trafic des élections. Voilà. Il y a eu plutôt au Gabon. Ouais, au Gabon, au Gabon. Il y a eu le trafic des élections. Donc là, on parle du volet politique. Voilà, donc du gouvernement. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut, là on est sur le volet politique, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un gouvernement, je vais dire le volet économique? Bon, quelqu'un a réussi à rentrer dans la base de données de la fonction publique pour arriver à soutirer des fonds aux fonctionnaires, quelque chose comme ça, au niveau de l'Afrique? Pas encore. Bon, moi je pense que cette question, voilà, on a peut-être connaissance de cela, mais ce sont des questions comme ça concerne les gouvernements qui sont un peu stratégiques et confidentielles. Sinon, quand on revient même au cas du logiciel Pegasus, on a écho effectivement que voilà, des systèmes, des organisations, les gouvernements ont été effectivement piratés, mais comme ça relève très je vais dire, certainement de secret défense. Tout à fait. Donc, on ne peut pas effectivement indexer un pays pour dire que, voilà. Donc, c'est pour cela. Sinon, il y a effectivement ces attaques-là qui sont menées en ciblant les organisations et les gouvernements. Et qu'est-ce qui est fait? D'ailleurs, le président français n'a pas été épargné. Ouais.
Alors justement, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui peut être fait justement pour amener les populations, les décideurs, les entreprises à prendre les précautions idoines pour lutter contre cette cybercriminalité? Moi, je dirais que c'est de mettre des mesures de sensibilisation en place et donc de sensibiliser la population et donc les particuliers comme les chefs d'entreprise, les blogueurs, donc les influenceurs à la cyberdéfense. Et donc le dit et leur montrer qu'ils sont vulnérables sans des méthodes de précaution. Mais ces méthodes de protection, où est-ce qu'on les retrouve en griffe? Est-ce qu'il y a des salons, il y a des événements, il y a des activités qui sont menées dans ce sens-là pour permettre cette connaissance aux populations? Oui, il y en a vraiment assez. Par exemple? D'ailleurs, Oui. D'ailleurs, les 7 et 8 octobre, nous organisons un séminaire de formation sur les enjeux de la cybersécurité, d'accord, pour les organisations, les entreprises et les personnalités. Donc, à ce séminaire-là, les participants pourront avoir effectivement toutes les méthodes. Ces participants peuvent être des chefs d'entreprise, ça peut être des représentants des organisations, ça peut être effectivement, enfin, ils peuvent être je veux dire, des personnalités publiques, des influenceurs, etc. Ils auront, d'accord, toutes les informations d'abord, parce que la première technique de cyber contre-attaque, j'allais dire, c'est l'information et la formation. Avant de pouvoir donner les outils techniques ou technologiques pour pouvoir effectivement se sécuriser, il faut d'abord informer la population et les utilisateurs sur les différents systèmes. Et les systèmes, ce sont les téléphones. Les systèmes, quand je parle de téléphone, il y a la problématique je veux dire, la mise sur écoute. Comment est-ce qu'il faut éviter, enfin, comment est-ce qu'il faut utiliser son téléphone? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour ne pas effectivement être sur écoute? Qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on est mis sur écoute? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour savoir qu'on est mis sur écoute, etc. Donc, il faut d'abord former la population, d'accord? Et c'est ce que nous allons faire les 7 et 8 octobre, en leur donnant aussi, d'accord, des outils pratiques, des outils techniques, des outils informatiques, et en les accompagnant après l'événement sur 3 et 10 jours pour pouvoir effectivement les aider. Mais ce séminaire de formation, comme vous l'avez dit, ça sera effectivement une aubaine. Il y aura plus de démonstrations techniques. Il y aura 70% des démonstrations techniques, donc les participants auront la possibilité de voir que ce que nous sommes en train de dire ne relève pas de 24 chronos. Tout à fait. Sécuriser nos économies, c'est très important. Alors, pendant que vous étiez en train de parler, quelque chose m'est venu en tête. En Afrique, on utilise beaucoup le mobile money. C'est ça. Et on voit maintenant les opérateurs qui envoient des messages pour sensibiliser par rapport aux arnaques. Alors, est-ce que les arnaques sur les téléphones portables, les comptes mobile money, c'est aussi des cyberattaques? Oui, ce sont des cyberattaques. C'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire que les personnes sont ignorantes. Et donc, quand on envoie un message à quelqu'un, la personne ne prend même pas la peine de lire, de vérifier si la personne qui lui envoie le message est réellement la véritable personne. Et donc, la personne tombe automatiquement dans le piège. Mais justement, ces histoires de code, est-ce que ce n'est pas parce que, ça c'est une question que je pose comme ça, ce n'est pas par manque, on va dire par faiblesse d'alphabétisation sur le continent africain que ce genre d'arnaque est aussi récurrente? Oui, bien sûr, parce que je pense que la question a en même temps une réponse. C'est-à-dire que c'est bien évidemment une raison, mais il y a une deuxième raison derrière. La deuxième raison que je donne, c'est que on est à la course, d'accord, je veux dire, aux dernières technologies sorties, sans pour autant être formés. Je vous prends un exemple pour que vous compreniez. Aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on est à l'aide de la de l'informatique, de NTIC, d'accord? On est à l'aide de NTIC et on est plus préoccupé à avoir les derniers outils qui sortent. Donc, on va doter, je vais dire, une association, je vais dire, d'un logiciel, on va doter un hôpital d'un grand serveur, on va doter, je veux dire, une coopérative, d'accord, d'une application, etc., sans pour autant leur dire que toutes ces données, parce que vous concevez, vous êtes d'accord avec moi que toutes ces données qui transitent ont besoin d'être sécurisées. Si on est d'accord que nous sommes à l'aide des NTIC, on est aussi d'accord que toutes ces données qui transitent doivent être sécurisées. Donc le problème, c'est vrai, nous sommes nous sommes aussi en face de la situation de l'alphabétisation, c'est une réalité, mais il faut aussi, en plus de ça, savoir que
en dotant les organisations ou en étant préoccupés, d'accord, des dernières sorties technologiques, il y a la question de la sécurisation de toutes ces données-là. Donc, il ne faut pas seulement former à l'utilisation, mais à l'utilisation usuelle, je peux le dire ainsi, mais à l'utilisation sécurisée. Voilà. Donc, l'une des failles qu'utilisent aussi les hackers, les pirates, c'est parce qu'ils savent que les utilisateurs sont formés à l'utilisation usuelle. Voilà. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un sait manipuler un ordinateur, c'est parce qu'il sait taper du texte dans un logiciel de saisie de texte, etc., etc. Mais il ne sait pas effectivement comment fonctionne, je veux dire, tout ce mécanisme derrière. Et c'est ça notre rôle en tant que, je veux dire, pratiquant de la cybersécurité, en désacralisant un peu les choses pour que les populations, parce que quand tout est je vais dire mystifié, on parle de hacking, on parle de cybersécurité, cybercriminalité, sans pourtant renvoyer la chose à la réalité du commun. Je pense qu'on va donner tous les conseils du monde, les populations ne pourront pas comprendre et continueront toujours à être des victimes du hacking. Donc il faut désacraliser la chose, il faut démystifier la chose et puis il faut mettre les populations, je vais dire, face aux réalités quotidiennes. Parce que moi, souvent, quand je parle avec des profanes qui me disent mais comment nous on n'est pas concernés par la question de la cybersécurité? Voilà, ce sont les entreprises qui sont concernées par la question de la cybersécurité. Mais je lui demande, est-ce que tu as un téléphone? Tout le monde a un téléphone. Quasiment tout le monde, même les enfants aujourd'hui. Je lui demande, est-ce que tu as un compte sur les réseaux sociaux? Il me dit oui. Mais tout le monde est concerné parce qu'avec ton simple téléphone, je pense, j'ai donné cet exemple, un chef d'entreprise qui n'est pas soucieux de la question de la cybersécurité est en danger parce que nous ne sommes pas dans un monde bisounours. Il y a des concurrents qui ne regardent pas aux règles, je veux dire, qui cherchent à savoir vos informations, qui sont capables de vous mettre sur écoute. Ça existe. Il y a des personnalités publiques, des politiciens, etc., qui ont des concurrents. Et ils ne sont pas forcément, je veux dire, sensibles, ils ne sont pas forcément intéressés par cette question, mais tout le monde est concerné. Si vous êtes une entreprise, que vous avez un réseau, vous êtes concerné parce qu'il y a derrière ce réseau-là des gens qui peuvent passer. Si vous êtes une entreprise qui avait un site internet, une application, des objets connectés, vous êtes concerné. Si vous êtes une simple dame au village qui a un téléphone ou qui a un compte sur Facebook, vous êtes concerné parce que votre compte derrière qui est piraté sur Facebook, peut conduire à pirater tous vos amis qui sont aussi avec vous sur Facebook parce qu'en usurpant votre identité, je pense que... Alors permettez-moi à ce stade de vous demander, est-ce une obligation, une nécessité aujourd'hui pour chaque entreprise, pour chaque institution d'avoir à l'intérieur de ses services un cyber-surveillant, on va le dire ainsi? Je dirais oui. Je dirais oui parce que c'est vraiment nécessaire. Justement. C'est vraiment nécessaire là où on part au fait. Parce qu'à ce niveau, au-delà même d'avoir des gens en interne, ils peuvent collaborer avec des entreprises comme nous. Voilà, donc, mais il est nécessaire, il est obligatoire de pouvoir se référer, d'accord, à des gens qui s'y connaissent pour pouvoir effectivement sécuriser des systèmes. C'est comme si vous voulez dire, c'est comme si vous voulez construire une maison, vous ne voulez pas entendre parler de maçon, vous ne voulez pas entendre parler d'architecte, vous voulez construire une maison. C'est dangereux. Alors je pose la question parce qu'on a vu par exemple avec le cas de Facebook qui depuis quelques années a lancé vraiment, on va dire, des recrutements libres. Il permet à toutes ces personnes qui travaillent sur la sécurité, la cybersécurité, lorsque quelqu'un en externe voit des failles, il provient Facebook et en contrepartie, la personne reçoit des primes. Est-ce que c'est comme ça que ces entreprises, ces États doivent fonctionner? C'est plus facile comme ça? Oui, il y a aussi cette possibilité-là. D'abord, cette technique qui est appelée le bug bounty. Voilà. Et donc, les personnes qui pratiquent le bug bounty sont appelées des bug hunters. Et donc, je dirais que c'est possible et que ça sera encore plus mieux de fonctionner comme ça que de travailler avec uniquement que des personnes en interne. Alors, nous arrivons pratiquement au thème de cette émission. Si on devait retenir quelque chose vraiment que nos décideurs, nos chefs d'entreprise, nos populations, la cybercriminalité, quel impact, quel enjeu pour nos économies de demain? La cybercriminalité peut vraiment détruire des vies parce qu'on en a vu plein. On en a vu plein. Donc, il y a des personnes qui se font dépouiller de leur argent. C'est ça. Donc, ce sont des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Voilà. Donc, il faille que la population prenne toutes les précautions nécessaires pour pallier à ce problème-là. Pallier à ce problème de cybercriminalité. Justement, donc, la question de la cybercriminalité peut détruire un État. Et ça, c'est une réalité. Je vous prends l'exemple d'une attaque qui est menée contre une banque.
On parle de ransomware, Tout à fait. rançon de logiciel. Le rançon de logiciel, c'est un logiciel qui permet lorsqu'il entre dans le système, il crypte toutes les données de la banque. Je prends l'exemple simplement d'une banque, mais Tout de à toutes fait. les entreprises. Donc, lorsqu'il rentre dans le système, prenons l'exemple qu'il est rentré dans le système d'une banque, il va crypter toutes les données de la banque et la banque ne pourra plus effectivement avoir accès à savoir qui est tel client, qui a tel compte, qui a tel crédit, etc., etc. Et naturellement, l'activité va s'arrêter. Et la conséquence derrière, si le rançon logiciel continue à exercer sans que je veux dire, la banque ne puisse payer, d'accord, ou bien sans que la banque ne puisse se sécuriser, ben, les salariés vont perdre leur emploi, etc. Je prends l'exemple, et je termine par là, je prends aussi un autre exemple, mais la cybercriminalité détruit des personnes. Et ça a aussi une conséquence, au-delà même de la conséquence économique, il y a aussi des conséquences sociales. Parce que l'individu qui a été, je vais dire, piraté, on a usurpé son identité, à travers son identité, on a escroqué des personnes, on a dépouillé des personnes, on a fait toutes ces choses. Je pense que vous voyez avec moi en hochant la tête que c'est vraiment dangereux. Un gros impact sur nos sociétés, sur nos économies. Merci encore. Je rappelle que Monsieur Oluchi Daouda, vous êtes consultant en cybersécurité. Vous étiez avec nous pour nous accorder vos éclairages. Avec vous, Monsieur Gourou Stéphane, CEO de Blue-Rate. Messieurs, vous avez tous vu, on a tous compris aujourd'hui l'importance d'avoir des cybersurveillants pour nos institutions, pour nos États et même pour nous-mêmes, citoyens. Simplement, ces conseils nous permettent aujourd'hui d'avoir une économie beaucoup plus solide et beaucoup plus résiliente, comme on le dit ici. C'est ici que se referme cette page de Éco-Débat, agréable suite de programme sur nos antennes.